Bonjour pour l'ensemble des étudiants. Concernant ce module d'introduction à l'économie, donc je vois que les étudiants sont pas pourquoi pas la plateforme. Et pourtant, donc, on a encore, donc c'est la dernière séance, mais on avait, donc c'était prévu que l'enseignement va se poursuivre à distance. Je ne sais pas pourquoi les étudiants ne se connectent pas, n'assistent pas. En tout cas, je vais rapidement, je ne vais pas tarder, pour compléter le chapitre sur les opérations des agents économiques. On a déjà traité donc les agents, les différents agents des secteurs institutionnels. On commence toujours par la consommation, par l'épargne. On a montré donc l'épargne, c'est quoi l'épargne, le taux d'épargne, les agents à capacité de financement, les agents qui sont considérés comme à besoin de financement, les explications théoriques de l'épargne chez les néoclassiques, par les fonctions des taux d'intérêt chez les keynésiens, pour l'épargne en fonction des revenus, mais le taux d'intérêt ne peut jouer que lorsqu'il fallait arbitrer entre l'épargne solide et l'épargne liquide financière, auprès des banques, auprès donc des marchés financiers, et l'épargne solide, c'est la thésaurisation, garder de l'argent chez soi. On va voir aujourd'hui les investissements, et d'ailleurs, qui dit investissement, des productions. La dernière opération, ce sera la production, et notamment la production nationale, pour donc soulever cette question du PIB, le produit intérieur brut, et son rapport avec le développement. Rapidement, donc, les investissements, donc on a deux sortes d'investissements. Les investissements matériels, parce que vous allez acquérir donc des machines, donc des investissements qu'on appelle le capital fixe, donc les machines pour produire donc, des équipements, des bâtiments, des camions, des véhicules, voire aussi des terres pour produire le capital terre aussi. Donc il y a ces investissements matériels, mais il y a des investissements immatériels et qui sont de plus en plus importants et qui jouent un rôle primordial dans la croissance économique. Par exemple, vous avez changé de logiciel, modernisé vos logiciels, la qualification des travailleurs, capital humain, la formation, payer pour vos salariés, payer pour vos cadres, pour qu'ils soient mieux formés, la formation tout au long de la vie. La publicité, le marketing, c'est aussi des investissements matériels, le financement, financer c'est gestion des ressources humaines, la polyvalence. Donc, les investissements immatériels qui vont dans le sens des ressources humaines et dans le sens des équipements, le progrès technique. Et aujourd'hui, il y a une forte corrélation entre progrès technique, entre qualification, entre investissement immatériel et la croissance économique. C'est-à-dire qu'il y a un résidu de croissance qui ne dépend pas du montant du facteur de production, mais de la qualité du facteur de production. C'est-à-dire les investissements qui augmentent la productivité du travail, du capital. Donc, un facteur de production inchangé, qu'on ne peut pas donc augmenter ni les salaires, ni recruter, ni augmenter la valeur des investissements, on peut, si donc on modernise, si on intègre le progrès technique, si on va dans le sens de qualifier donc la main-d'œuvre, les cadres, ceux qui travaillent dans l'entreprise, on peut augmenter la croissance économique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la croissance, un résidu de croissance, qui ne dépend pas du montant de facteur de production. On peut rester dans le même montant, mais avoir des productivités différentes et avoir un surplus de ressources différent.
d'une période à une autre. C'est ce qu'on appelle le facteur résiduel. Le facteur résiduel. Un facteur résiduel. C'est très important. La production. Donc, il faut, donc, si j'ai, souvent, donc, il faut maîtriser les facteurs de production, facteur de travail, facteur capital, facteur propriété technique. C'est très important. La production, c'est la production nationale, donc la production nationale, c'est la production de toutes les unités, de tous les secteurs. Donc la production de tous les secteurs au niveau d'un territoire économique. On va voir quel est donc l'indicateur qui mesure la production nationale. Donc la production, le PIB, la production au niveau d'un territoire économique résident, parce qu'on a des nationaux et des non-nationaux. On peut trouver des multinationales, on peut trouver des entreprises étrangères dans un territoire économique résident. Donc la production c'est mesurée par le PIB, le produit intérieur brut. Et le PNB, c'est la différence, c'est le PIB plus donc revenu reçu, revenu versé. C'est-à-dire le PNB, on va ajouter la production des nationaux en dehors du territoire économique résident dans d'autres pays, qui sont installés, implantés dans d'autres pays, et retrancher la production des étrangers au niveau du territoire économique résident, c'est-à-dire au niveau des pays. C'est ça le PNB, la production des nationaux. Voilà donc le PIB, c'est un indicateur qui mesure la production nationale. Donc, lorsqu'on a une augmentation de cette production, de ce PIB, une augmentation soutenue dans moyen et long terme, on peut parler de croissance économique. Croissance économique. C'est ça la croissance économique. Donc, la croissance économique, c'est un phénomène quantitatif. C'est un phénomène quantitatif, mesurable. Par contre, il est différent, cette notion est différente du développement. Le développement implique un changement de structure économique, sociale, mentale, culturelle, c'est-à-dire que le développement est plus qualitatif. On peut avoir une croissance économique, peut être riche économiquement, avec des ressources, mais sous-développé socialement, sous-développé écologiquement, avoir des problèmes sur le plan d'environnement. On peut avoir un PIB gonflé, mais gonflé par des secteurs qui polluent, des secteurs qui nuisent à l'environnement. On peut avoir un PIB gonflé, mais la richesse mal répartie, c'est-à-dire que la richesse reste entre les mains de quelques-uns. Minorité qui accumule les richesses au détriment d'une grande majorité de la population. Donc le développement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de croissance verte, croissance zéro. Les pays développés, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont atteint des niveaux de développement très élevés, on a constaté qu'il y a des problèmes au niveau du monde, et surtout par l'industrialisation depuis les années 70, cette concurrence internationale, ce besoin de richesse, cette croissance qui était trop recherchée. On commence depuis les années 80, lorsqu'on a constaté que la richesse nuit à l'environnement, que cette course vers l'industrialisation, vers la compétitivité internationale a une face cachée, le revers de la médaille, c'est-à-dire on est en train de détruire la planète, le changement climatique, la pluie acide, les effets de serre, les tsunamis et tout ça, l'avancée de la mer. Donc, on a beaucoup de problèmes. Et c'est dû à l'économie, c'est dû à cette compétitivité, à cette utilisation massive des énergies fossiles, émissions de carbone, comme pétrole, gaz naturel, charbon. Donc, c'est pourquoi on est en train de parler de transition écologique, transition sociale, utiliser d'autres modes énergétiques, les énergies renouvelables, les énergies propres. Et c'est vrai que le pétrole est encore l'énergie la plus utilisée parce qu'elle est la plus commode, elle est difficilement substituable pour le moment, mais vous voyez, commence déjà à penser à la voiture électrique et tout ça, donc on est
le monde, les pays développés sont dans cette voie de revoir leur stratégie économique, revoir leur mode de consommation, de production. Sinon, parce que... Mais le problème, c'est qu'ils veulent imposer ce modèle de consommation et de production aussi aux pays en voie de développement qui n'ont pas encore affiché des taux de croissance importants. Parce que les pays en voie de développement ont encore besoin de croissance économique. Parce que la croissance économique n'est pas le développement, mais le développement a besoin de croissance économique. Le développement a besoin de ressources pour financer beaucoup d'activités, pour financer les besoins sociaux des populations. On a encore besoin des hôpitaux, on a besoin des écoles, des universités, il faut les financer. On a besoin encore d'investissement, on a encore besoin d'industrie. Vous voyez, on veut mettre tous les pays dans le même sac, alors que les pays développés, c'est des siècles et des siècles de croissance économique. Les pays en voie de développement n'ont pas encore affiché des taux de croissance importants. Ils n'ont pas encore connu une forte industrialisation, mais à part quelques pays, les pays asiatiques et les pays, ce qu'on appelle les BRICS, les pays de l'Amérique latine, comme le Brésil, donc, on voit aussi la montée du Chili et d'autres pays comme donc l'Inde, la Chine, BRICS. On ajoute un S de l'Afrique du Sud aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des pays émergents qui s'industrialisent, mais plusieurs pays, vous voyez l'Afrique, là, c'est pas encore l'industrie, c'est encore l'exportation des matières premières, c'est encore les produits agricoles. Donc, comment imposer à ces pays-là une croissance zéro ou une croissance verte alors qu'ils n'ont pas encore connu des phases d'industrialisation importantes. Voilà donc la différence entre, les étudiants doivent faire la différence entre croissance économique et développement, c'est très important. C'est très, très important. Donc, il y a aussi cette notion de développement humain. Parce qu'il y a le développement humain, il y a le développement durable. Le développement humain commence à parler de développement humain. Ce n'est pas la même chose. Développement durable, ce n'est pas la même chose. Donc, développement humain, c'est vrai que les économistes se sont intéressés depuis Adam Smith, donc, même depuis les physiocrates, c'est vrai, les physiocrates, c'était la croissance agricole. Donc, pour eux, c'est le seul secteur productif, c'est l'agriculture. Donc, ils avaient une vision très étroite de l'économie, du circuit économique et des opérations économiques. Donc, ça veut dire qu'il ignorait le concours à la richesse des autres secteurs, l'industrie, le commerce, l'artisanat. Donc, c'est une erreur de leur part qui a fait qu'ils vont manquer de crédibilité plus tard. Ils n'auront pas donc de successeurs et ce ne sera pas une théorie, une école. Mais donc, depuis Adam Smith, là, le besoin, c'était la croissance. Et d'ailleurs, l'ouvrage d'Adam Smith, c'est Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc, les économistes se sont trop intéressés à cette question. Il faut croître, il faut la croissance. C'était la voie du salut. Le développement, c'était ça, avoir la richesse. Mais c'est des siècles, ce paradigme de la richesse et de la croissance. Il a dominé des siècles. Ce n'est que depuis les années 60 que des économistes commencent à montrer que, surtout le premier, c'est François Perrault, le français François Perrault, qui est décédé en 1987, un grand économiste français. C'est lui qui a le premier distingué entre croissance économique et développement, pour montrer que la croissance est un phénomène quantitatif et que le développement est un phénomène qualitatif. Mais cette distinction va se renforcer davantage lorsqu'on va constater les problèmes graves, les problèmes difficiles au niveau de l'environnement, les atteintes à l'environnement et les inégalités sociales. Parce que le développement humain, c'est surtout, il a un rapport avec les inégalités sociales. Celui qui a un rapport avec l'environnement, c'est le développement durable. Je vais d'abord montrer le développement humain avant de montrer le développement durable. Le développement humain, le PIB, c'était l'indicateur de la richesse. Pour dire que tel pays est développé par rapport à l'autre, c'est le PIB. Le seul indicateur qui montre, qui était retenu,
c'était le PIB, produit intérieur brut. Vous avez un PIB important, vous êtes riche. Lorsqu'on a constaté que le gâteau, c'est ça, le gâteau national, le PIB de certains pays est très important, très élevé, mais on constate en même temps qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont le chômage, qu'ils ont la pauvreté, qu'il y a des inégalités sociales. Donc on commence à constater, à déduire que non, le PIB est un mauvais indicateur de richesse et qu'on peut avoir un PIB important pour certains pays et que ces pays peuvent afficher le chômage, les problèmes sociaux. Et donc, c'est dans le premier rapport du programme du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, élaboré en 1990, que cette notion de développement humain, à travers l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui va donc être retenu comme un bon indicateur de richesse. C'est parce qu'il prend en compte 3 dimensions, le PIB par tête et par an, un indice sur la scolarisation, sur la lutte contre l'analphabétisme, et un autre indice qui concerne la santé, la mortalité, la mortalité infantile et tout ça. Donc, 3 indices qui sont retenus pour calculer l'IDH, l'indicateur du développement humain. Et c'est dans le premier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui élabore chaque année des rapports pour classer les pays selon l'IDH. Donc, il est compris entre 0 et 1. Lorsque l'IDH est proche de 1, ça veut dire que le pays a de bonnes performances en matière de développement humain. Et les pays les mieux classés, surtout, ce sont les pays de Scandinave, Norvège, Suède, Danemark. Même la France, il n'est pas bien classé. Des fois, il est 10e, 11e. Donc, ça veut dire que vous pouvez être puissant, 5e puissance mondiale, mais sur le plan de l'IDH, ça ne veut pas dire que sur le plan de l'IDH, vous seriez bien classé. Il y a plusieurs pays, donc les pays les plus pauvres, les moins classés, qui sont proches de 0,3 et tout ça, c'est les pays africains surtout. Même le Maroc, il n'est pas bien classé parce qu'il est classé souvent entre 120 et 130. Le rapport de 2003, il l'a classé à la position 126. 2017, je pense à la position 130, donc il n'est pas bien classé. Donc, vous voyez, malgré beaucoup de progrès, malgré les routes, les autoroutes, malgré qu'il attire les investissements étrangers, malgré donc qu'il a une bonne position géographique, il y a un problème quelque part. Ce problème, c'est au niveau surtout du système fiscal qui n'est pas équitable. C'est-à-dire on crée de la richesse, mais la richesse, on ne prélève pas sur ceux qui créent de la richesse pour aller financer les secteurs sociaux. Le développement, je ne vais pas trop détailler. Le développement durable, il a un rapport avec l'environnement. Et cette expression a été utilisée pour la première fois en 1987 par une dame, Premier ministre de la Norvège, Brundtland. Gro Brundtland, donc il a surtout un rapport pour les Nations Unies, où il a donc utilisé pour la première fois cette notion de développement durable. C'est quoi le développement durable? La définition, c'est un développement qui prend en compte les intérêts des générations présentes sans handicaper les intérêts des générations futures. C'est un développement qui prend en même temps les intérêts des générations présentes, mais en même temps les générations, et qui ne doit pas, donc, qui doit prendre en compte la préservation de l'environnement pour léguer, pour transmettre les actifs économiques, pour transmettre, donc, léguer les ressources de façon intégrale, c'est-à-dire léguer, ne pas porter atteinte aux ressources qui doivent être préservées et transmises aux générations qui vont venir. Voilà, il faut penser au futur. C'est ça le développement durable. Et il prend en compte donc la dimension économique. Développement durable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire. Donc il faut une viabilité économique. Il faut produire pour la croissance économique. Mais il faut que cette croissance économique profite au maximum, qu'il soit équitable socialement et soutenable écologiquement. Soutenable écologiquement, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte le côté environnemental. C'est ça donc le développement durable. Le développement, la croissance, c'est vrai, ils ont un rapport avec la politique économique.
Donc, pour vous montrer un petit peu la politique économique, avant donc de vous donner la parole, si vous avez des questions, et de parler un petit peu des examens, avant donc d'arrêter ce cours. C'est la dernière séance. Donc, la politique économique, c'est très important. L'orientation de la politique économique, la stratégie d'un pays sur le plan de la croissance, du développement. Est-ce que la stratégie est bonne ou pas? Et la politique économique, c'est quoi la politique économique? La politique économique, c'est l'action du pouvoir public dans l'économie, l'application de l'État dans l'économie. On a donc, c'est la politique économique, c'est très important. Très important. Un État qui intervient trop, donc c'est une politique économique volontariste, parce qu'il y a des conceptions en matière de rôle de l'État. On a une conception libérale de l'État, c'est-à-dire que cette conception veut donc, elle est pour un État minimal, un État faible, c'est-à-dire l'État ne doit pas intervenir trop dans l'économie, comme chez les néoclassiques et les classiques, les libéraux. Ils sont pour que l'État n'intervienne pas trop. Juste le financement des activités du maintien de l'ordre public et les activités là où le marché est défaillant, là où le marché n'intervient pas efficacement, l'État peut faire ce travail. Les routes, donc tout ce qui est financement des biens publics, les routes, donc les autoroutes, donc tout ce qui est infrastructure. Lorsqu'on a vraiment une pauvreté difficile à éradiquer, l'État peut intervenir. Lorsque le marché donc ne peut pas intégrer une partie des populations dans le marché du travail, donc pour ne pas laisser une partie de la population, l'État peut donc secourir par la solidarité, par l'assistance. Lorsqu'il y a des externalités négatives, c'est-à-dire lorsqu'il y a une pollution, le marché est défaillant, on ne peut pas prendre en compte cette pollution, c'est à l'État de pousser les entreprises d'intégrer dans leur système de production, de prendre en compte leur pollution. L'État va donc exiger une taxe, l'internalisation des effets externes. Donc, le rôle de l'État, pour la conception libérale, donc il est pour un rôle minimal. Le rôle, on a la conception interventionniste. La conception interventionniste de l'État, c'est lorsque, donc, c'est la conception keynésienne qui est pour un État qui s'implique. L'État, surtout lorsqu'il y avait la crise de 1929, c'est là où le rapport de Keynes a été très déterminant. Donc, presque depuis la seconde moitié du 18e jusqu'à 1929, donc c'était le marché qui orientait l'économie. On n'avait pas de problème. Mais lorsqu'on a été confronté à une crise de surproduction, que l'offre excède la demande, donc Keynes va montrer que le rôle de l'État est indispensable et que l'État doit manipuler les instruments dont il dispose, la monnaie et le budget, pour rapprocher l'offre de la demande et pour avoir un équilibre. Et donc, pour ne pas rester dans un déséquilibre durable, une crise économique, l'État doit intervenir par des politiques économiques conjoncturelles, monétaires et budgétaires. On a une autre conception, la conception marxiste, qui considère que l'État n'est qu'un instrument entre les mains de la classe économiquement dominante, c'est-à-dire que l'État sert les intérêts de la classe bourgeoise. C'est-à-dire que pour Marx, il faut le capitalisme, dans le système capitaliste, l'État sert les intérêts de la classe puissante, la classe qui a les moyens de production. Et donc, pour lui, le socialisme, et le communisme, ça sera le stade où l'État va s'affaiblir, où l'État va disparaître. On aura une société sans classe sociale et sans État. Donc, la politique économique, ça dépend de chaque État. Il y a des États qui interviennent trop. Des modèles où le secteur public est très important. On a la protection sociale, où l'État prélève presque la moitié de la richesse, comme la France, les pays scandinaves, les pays sociaux-démocrates. On a déjà montré ça dans les modèles des pays. Le modèle le plus proche, le plus libéral, c'est le modèle anglo-saxon, les États-Unis, l'Angleterre, où l'État intervient peu. Donc, dans les pays en voie de développement, on a l'État qui intervient trop, mais qui intervient mal.
puisqu'on trouve dans les pays africains et dans d'autres, des pays arabes, l'État intervient, mais l'État, souvent, ceux qui ont le pouvoir politique donc vont faire des monopoles, vont monopoliser certaines activités économiques, vont exiger le pouvoir politique pour s'impliquer économiquement, et donc ils vont fausser le jeu de la concurrence, et on aura un État qui souvent ne sert pas à l'intérêt général. C'est ça le problème. Donc, on aura une économie de la rente, on n'aura pas vraiment un libéralisme, on aura des influences des institutions internationales, certes, comme ça a été le cas en Afrique, lorsqu'ils étaient confrontés à la crise d'endettement, ils doivent appliquer le programme d'ajustement structurel. Le Maroc, depuis 1983, a appliqué le PAS, le programme d'ajustement structurel. On a une influence libérale du FMI de la Banque mondiale, mais on a aussi une économie de la rente, c'est-à-dire un monopole, des monopoles, des détournements de ressources. Donc, voilà, donc c'est pourquoi le rôle de l'État est très important. Le rôle de l'État pour servir l'intérêt général, pour financer les activités économiques, pour prélever aux uns et donner aux autres, la solidarité, la politique sociale, pour donner une importance à la santé, à l'éducation. C'est par les ressources. C'est voté par exemple dans la loi de finances. On va programmer la dotation budgétaire de secteur. La santé, vous voyez, la santé, il est souvent la vache maigre dans les dotations budgétaires et ne dépasse pas 7% du budget de l'État. Dans les pays scandinaves, c'est 11%. Donc l'État, c'est très important. L'État peut adopter une politique industrielle importante. On voit quand même la France, elle manque d'une politique industrielle. On voit qu'elle ne produit pas de vaccins. Il avait un problème avec les masques. Il importait, même un pays puissant comme la France n'arrivait pas à répondre aux besoins en masques, besoins en vaccins. Vous voyez, la politique industrielle, c'est très important pour avoir une autosuffisance. Donc, mais c'est vrai que l'OMC, les règles de l'OMC qui poussent les États à s'ouvrir ont ruiné certains États. C'est pourquoi en France, certains voulaient que la France devienne protectionniste vis-à-vis des produits chinois, vis-à-vis des autres produits. Mais s'ils deviennent protectionnistes, ça veut dire que les règles de l'OMC ne sont plus respectées. Voilà donc est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, de la part des étudiants? Est-ce qu'il y a des questions? Donc pour l'examen, donc ça sera pour S1, c'est vrai, on ne va pas leur donner, donc ça sera un QCM, questionnaire à choix multiples. Et d'ailleurs, dans le cours, on a fait un exemple de QCM. Vous voyez, donc, c'est dommage qu'on n'a pas fait plusieurs QCM. Mais donc, QCM, et vous avez le modèle. Le modèle, ça a été fait dans le cours. Donc, c'est la même chose. Vous allez cocher donc une réponse parmi 4, 3 ou 5 ou 6, la réponse la plus juste. Donc, c'est facile. Donc, je vois que ça a été ce qui a été fait par rapport, c'est pas l'année dernière. L'année dernière, la session normale, c'était 1h30. Le rattrapage, 1 heure. Mais cette année, donc, même la session normale, c'est 1 heure. Donc, moi, je vais adapter mon examen en fonction de ce temps-là. Au lieu de donner 45 questions, je vais donner donc maximum 35, entre 30 et 35. Un QCM, un questionnaire à choix multiples. Il y a des questions? Les étudiants peuvent poser des questions donc s'il y a un problème, s'il y a des remarques, s'il y a sur le cours. Donc voilà, vous avez l'introduction générale, tout ce qui a été traité sur les besoins, sur les méthodes, les besoins, les méthodes, l'importance des économistes dans la société. Vous voyez, on a l'introduction générale, c'est très important. Les sciences sociales, l'économie dans les sciences sociales, la méthode inductive, la méthode déductive, l'analyse normative, l'analyse positive. Donc, vous avez, on avait l'introduction générale, il y a des questions.
Le premier chapitre, donc, il est très important parce qu'il est très long. Les courants économiques. Donc, vous avez, donc, avant les mercantilistes, on avait déjà des réflexions, des idées chez donc, les musulmans, chez les chrétiens, saint Thomas d'Aquin, même chez Aristote, ça, je ne vais pas trop donner, ça peut, une seule question, même pas deux maximum, mais c'est à partir des mercantilistes que donc il faut insister surtout à partir des mercantilistes, donc mercantilistes, physiocrates, classiques, néoclassiques, marxistes, keynésiens, tous les courants, Et j'ai distribué aussi Amartya Sen, Schumpeter, deux économistes qui ont été distribués. Donc vous avez, lorsque j'ai distribué, il y a un document où il y a 3 feuilles avec des graphiques. Des graphiques, c'est très important. Là où il y a Amartya Sen avec Schumpeter, il y a la deuxième feuille. C'est très important aussi, où j'ai montré des graphiques. Donc, il faut voir ce qui a été distribué comme document. Des graphiques où j'ai montré les formes du mercantilisme, un graphique où j'ai montré les différentes écoles socialistes, les étapes, l'évolution de la pensée économique. Là, vous avez ça dans un document, le document distribué de 3 feuilles. J'ai distribué pas mal de documents. J'avais l'intention de vous distribuer encore. Deuxième chapitre, c'est sur les systèmes économiques et les modèles de pays, le grand système de socialisme, capitalisme. Mais c'est en théorie. Mais dans la réalité, on va trouver des modèles, les modèles les plus proches des États-Unis, les modèles les plus proches de l'Union soviétique, des modèles les plus proches du capitalisme. États-Unis, modèle plus proche de l'Union soviétique, du modèle socialiste. L'Union soviétique, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. J'ai montré que d'autres modèles appartiennent au socialisme, comme le modèle le plus décentralisé, le modèle yougoslave. Il est un peu loin des modèles centralisés, il est considéré comme un modèle socialiste. Le modèle de Tito, maréchal Tito. La Hongrie, la Pologne faisaient partie du modèle socialiste, la Bulgarie, la Roumanie. Et on a le modèle capitaliste, la France, l'Allemagne. Mais on a montré que depuis les années 60, on est dans ce qu'on appelle la convergence des systèmes. C'est-à-dire des modèles où on a les ingrédients du socialisme et les ingrédients du capitalisme. On a en même temps secteur public, secteur privé. C'est-à-dire on est dans des modèles qui nous sont nés un socialisme étatisé, ni un capitalisme libéral, un modèle intermédiaire. Et on a montré comment une troisième voie commence à se développer. La voie des associations, la voie des coopératives, la voie du tiers secteur, la voie de l'économie informelle en Afrique. Parce que l'économie informelle, les marchands ambulants, tous ceux qui ne sont pas déclarés, ceux qui travaillent dans l'informel, ils participent à la production et l'emploi. Une grande partie de la population. L'économie informelle est considérée en Afrique comme un secteur social. Et le troisième chapitre, donc, c'est... Et dans ce deuxième chapitre, j'ai montré l'Union européenne. N'oubliez pas l'Union européenne. Les 27 pays. L'Union européenne était à 28, mais après la sortie de l'Angleterre, c'est à 27. La zone euro, 19 pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas encore l'euro comme monnaie. Il faut satisfaire les critères de la convergence. Les 4 critères, taux d'intérêt, l'inflation, la dette publique, le déficit public. Il faut avoir de bonnes performances pour intégrer la zone euro. Il y a des pays qui n'ont pas encore intégré la zone euro et font partie de l'Union européenne. Troisième chapitre, donc les agents, les acteurs en économie. N'oubliez pas les secteurs institutionnels, les 6 secteurs. Vous voyez, les 6 secteurs. Le reste du monde, les ménages, les sociétés financières, sociétés non financières, les administrations publiques, les administrations à but non lucratif de statut privé, comme les associations, les coopératives, donc les 6 secteurs institutionnels. Et on a insisté sur le reste du monde. Le reste du monde, c'est-à-dire les opérations avec ce reste du monde. Extérieur, un pays entretient des relations avec l'extérieur, des relations commerciales, des relations de services, des transferts de revenus, le tourisme international, les emprunts, les prêts, l'endettement.
Donc, il y a des opérations entre un pays et le reste du monde. Et le compte qui retrace ces transactions, c'est la balance des paiements. C'est un compte statistique qui retrace l'ensemble des transactions commerciales, de services, de revenus, de capitaux entre un pays et le reste du monde. On a montré comment le commerce international est organisé. Il a été organisé par le GATS, General Agreement on Tariff and Trade, l'accord général sur le tarif douanier et le commerce. Cette charte de la Havane qui a été adoptée, c'est l'Organisation internationale du commerce qui devrait avoir le jour en 1946, n'a pas été ratifié par les États-Unis. On va retenir ce volet, le GATT. Ce GATT qui va donc faire l'affaire jusqu'à 1995, où on va adopter l'OMC, qui va remplacer le GATT, l'Organisation mondiale du commerce, parce que le GATT présentait certaines limites. Les négociations ne portaient que sur les produits industriels. Et depuis 1984, depuis l'Uruguay-Ronde, il va me porter sur les produits agricoles. Mais le GATT ne s'intéressait pas aux services, aux droits de propriété intellectuelle. Aussi, le GATT n'avait pas ce caractère contraignant. Parce qu'il y avait des litiges entre des États, les sanctions n'étaient pas prévues. Donc, l'OMC va créer l'ORD, l'organe des règlements des différends, pour trancher en cas de litige, pour sanctionner. Parce qu'il a un côté juridictionnel, un côté diplomatique au départ, mais si la diplomatie ne marche pas, on passe au juridictionnel. Et l'OMC va élargir le champ des négociations à d'autres produits, aux produits. Donc, les négociations vont porter aussi aux services, aux droits de propriété intellectuelle. Avant, c'était les produits agricoles et industriels. Donc, l'OMC va s'intéresser aussi à d'autres produits, à d'autres types de produits et de services. Donc, on a montré qu'il y a des principes et des règles à respecter et que les négociations vont se dérouler dans le cadre de ce qu'on appelle les rounds, les cycles de négociation. Genève Round, Tokyo Round. Donc, les responsables vont se réunir dans des capitales, des grandes villes pour se mettre d'accord sur la suppression des barrières. L'objectif, c'est quoi? Du GATT et de l'OMC, c'est la libéralisation du commerce international, le libre-échange mondial, mettre en place la promotion du libre-échange mondial à travers la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, réduire les tarifs douaniers et aussi combattre les barrières non tarifaires, les contingentements, les barrières sanitaires, le dumping commercial. Il est vraiment combattu. Le dumping commercial, c'est lorsque un pays pratique deux tarifications pour un même produit. Une double tarification pour un même produit. Le même produit est vendu à deux prix. Un prix à l'international et un prix sur le marché intérieur. Le même produit. Donc l'État veut fausser le jeu. Il va subventionner le produit pour qu'il soit vendu à l'extérieur à un prix très faible et pour qu'il soit compétitif et faire la concurrence aux autres pays. Troisième donc, chapitre, les opérations des agents économiques. Donc voilà, le reste des mondes est très important. Consommation, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. C'est quoi la consommation? Les deux types, les biens marchands, les biens non marchands, les explications théoriques. La consommation ostentatoire. J'ai oublié dans le cours la loi d'Engel, le statisticien allemand Engel, qui a montré que la loi d'Engel, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que la part des ressources qui va aux produits alimentaires diminue avec l'augmentation des revenus. Que lorsque le revenu augmente, les ménages, les individus ont tendance à orienter leur consommation vers des produits supérieurs, vers les produits de luxe, les produits de la santé, les produits de loisirs, de la culture, c'est-à-dire que la part des revenus affectés à la consommation de produits alimentaires baisse avec l'augmentation des revenus. C'est ça la loi d'Engel, le statisticien Engel, allemand. Voilà la consommation ostentatoire, c'est cette consommation de Thorstein Veblen, c'est lui qui a le premier à avoir montré cette consommation, expliqué cette consommation. La consommation, c'est-à-dire que vous allez demander un produit, non pas pour son utilité, mais pour paraître. Un produit qui fait le clivage social. C'est parce qu'il est cher, les classes aisées, les classes qui ont les moyens, veulent acheter le produit le plus cher,
Lorsque ces produits sont achetés par les couches diminuent, les couches aisées vont laisser de côté ces produits. Ils sont toujours du côté, ils veulent toujours acquérir les produits que les autres classes sociales ne peuvent pas les acheter. C'est ça la consommation totale. Les montres, les voitures de luxe. Vous voyez, donc les produits de luxe, c'est-à-dire pour afficher une distinction sociale par rapport aux autres classes sociales. L'épargne, j'ai déjà montré c'est quoi l'épargne. Donc, et la consommation, on a donc deux types d'explications. L'explication keynésienne et l'explication de Friedman, la théorie du revenu de Friedman et l'explication de Keynes, la fonction de consommation keynésienne. C est égal à donc, petit c R plus P. J'ai déjà expliqué, donc l'épargne, je viens d'expliquer, la production, l'investissement, le facteur résiduel, donc la différence entre production et développement humain, développement durable, la politique économique, les conceptions de l'État, rapidement, des choses. Donc je vais surtout poser des questions qui ont rapport avec le qui ont été expliquées dans le cours. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais donc couper. Si vous avez des questions, des remarques, c'est bon? Ben voilà, je souhaite à tous les étudiants bon courage et bonne chance pour l'examen. Donc essayez d'être sérieux, même si c'est à distance. Donc, essayez de compter sur votre honnêteté, soyez à la hauteur pour mériter votre travail et pour avoir la note dans le sens de l'effort. Donc, pour manifester votre citoyenneté. Mais, je vous remercie. Pas de questions? S'il vous plaît, une minute et je vous coupe. Donc, une minute. Il est 14h43. Donc, on a fait donc un enregistrement, un cours de 45 minutes. Donc, voilà, l'examen, ça sera après les vacances. C'est donc la première macroéconomie. J'ai vu que microéconomie, je pense, c'est introduction à l'économie, microéconomie, introduction à l'économie. Donc, c'est le premier jour après les vacances. Donc, voilà, essayez de... Vous avez le cours qui a été fait en présentiel et vous avez les deux séances qui ont été donc faites à distance. Je vous remercie. Bon courage.